Bonjour à ceux qui nous rejoignent et bienvenue une fois encore à cette web radio virtuelle, porte ouverte virtuelle du lycée de La Châtre. Je vous rappelle que ces ouvertes ont aussi lieu en présentiel, donc il y a des gens qui visitent le lycée. Si vous n'êtes pas loin, venez nous rencontrer, c'est encore mieux en vrai. Pour cet après-midi, on va parler un petit peu des filières pro qui sont présentes au lycée. Mais avant de commencer avec les filières du bois plus particulièrement, je voudrais laisser la parole à Monsieur Cervera, qui est proviseur du lycée et qui voudrait vous dire un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au lycée Georges Sand, lycée polyvalent qui accueille donc des formations à la fois générales, technologiques et professionnelles. Cet après-midi, le live est consacré donc aux sections professionnelles. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Touchard, venez nous voir puisque nous sommes ouverts jusqu'à 16h30. Et ensuite, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir faire des mini-stages pour venir dans le lycée. Ce matin, nous avons reçu la visite de l'inspecteur d'académie, M. Jean-Paul Obélian, qui a fait un tour de l'établissement, un tour complet, et qui en est, son diagnostic était le suivant. Je suis enchanté de ce que j'ai vu, je suis enchanté d'avoir rencontré les équipes et pu m'apercevoir des projets qui étaient menés au sein de ce lycée. Donc nous vous invitons à venir nous rejoindre pour montrer justement pour vous montrer notre savoir-faire au sein du lycée. Je vais tout de suite redonner la parole à Monsieur Touchard pour les sections professionnelles. Et ben, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite en vous présentant nos filières autour des métiers du bois au lycée Georges Sand. Et donc, je laisse la parole à Colin. Oui, donc on va commencer. Donc, bonjour aux collègues. Donc, que veut dire bac pro ici ? Alors, un bac professionnel, c'est un bac qui se passe en 3 ans. D'accord ? On peut y rentrer de plusieurs façons, donc soit d'une 3e générale, soit d'une 3e prépa pro. Et on peut aussi arriver en lycée pro à la suite d'une 2e générale. On a quelques réorientations qui viennent chez nous. Après, on va parler du bac pro, peut-être plus Monsieur Touzeau, sur les semaines de stage. Oui, donc le bac professionnel donc, est en 3 ans. Pendant ces 3 années, il y a donc 22 semaines de stage, ce qui représente 8 à 6 semaines de stage par an. Ces stages se font en entreprise du secteur, mais qui peuvent aussi être des entreprises d'autres départements. Hein. Tout dépend des possibilités de se déplacer des élèves. Voilà pour ce qui est des périodes en entreprise. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a 15 heures d'enseignement professionnel environ par semaine dans chacun de nos bacs pro. Voilà. Okay. Et donc dans ces bacs pro, comment on fait pour y rentrer ? Alors on l'a vu tout à l'heure, hein, on peut venir de 3e générale, on peut venir d'un autre CAP, c'est-à-dire avoir fait une 3e générale, un CAP professionnel et revenir passer un bac pro. On peut revenir d'une réorientation suite à une 2e générale. Donc il y a plusieurs systèmes d'entrée. Voilà. Même de première générale, ou même des personnes, là on vient d'avoir ce matin une personne qui a un bac et qui fait une réorientation dans le domaine professionnel. C'est possible aussi. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a différents statuts possibles pour les élèves ? Alors, au lycée, on a l'avantage d'avoir et le statut scolaire et l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des élèves qui commencent directement en seconde en faisant de l'apprentissage. D'accord ? On peut avoir des élèves qui rentrent en scolaire en seconde, puis qui décident de faire leur première en apprentissage ou leur terminale. Donc, il y a vraiment des passerelles dans les deux. L'avantage du lycée professionnel et de ces 2 statuts, c'est que quelqu'un qui ferait un apprentissage et qui a des difficultés avec une entreprise ne se retrouve pas sans emploi et peut revenir directement dans le scolaire. C'est-à-dire que si son apprentissage, c'est un contrat de travail, l'apprentissage, si le contrat de travail est cassé, il a une solution de repli, c'est-à-dire qu'il poursuit ses études en scolaire. D'accord. Et donc, en parlant de poursuite d'études, justement, qu'est-ce qu'il y a après le bac pro ? Alors, que ce soit pour les 2 bacs pro au niveau du bois, on a plusieurs solutions. On a une partie des élèves qui vont s'en aller directement dans la vie active, d'accord, c'est-à-dire trouver un emploi et embaucher. On a des élèves qui vont poursuivre leurs études, mais on y reviendra quand on présentera nos bacs, donc sur des BTS, voire des licences professionnelles derrière, qui se pratiquent aussi maintenant en apprentissage ou en scolaire. Et puis on a des élèves qui font des compléments d'études, c'est-à-dire qui vont repasser un CAP en 1 an spécifique ou un BP
notamment en charpente ou en menuiserie, spécifiques pour se consolider et rentrer dans le marché du travail. D'accord, donc on va peut-être pouvoir maintenant voir le détail justement entre nos deux bacs, TCB et TMA. Donc TCB, c'est pour technicien constructeur bois. Et je te laisse la parole. On y va. Qu'est-ce que c'est la construction bois, Yann ? Alors la construction bois, c'est vaste. Hein. C'est en fait 3 domaines d'intervention qui sont le métier de charpentier dit traditionnel, hein, que tout le monde connaît un petit peu. La construction de maisons ossature bois, on y reviendra, donc, qui est un gros enjeu à l'heure actuelle. Et puis la construction de bâtiments industriels ou collectifs. Donc ces 3 facettes sont dans le technicien constructeur bois. Et alors, ça paraît un peu vaste, du coup, toutes ces 3 facettes. Tu peux développer un peu plus chacune de celles-ci ? Oui, bien sûr, je vais essayer, Fabien. Donc, dans les métiers du bois, voilà, ce que tout le monde connaît, c'est la charpente traditionnelle qui a déjà, elle, 2 facettes au sein de son métier. Donc ça parle à peu près à tout le monde. On est sur de la maison d'habitation, du pavillon. Et puis après, il y a une autre facette du métier de charpentier traditionnel qui est le monument historique, où on a beaucoup de mal à recruter. Voilà, tout ce qui est édifices religieux... tout ce qui est monument historique classé au patrimoine français, en fait. Donc là, on est dans les métiers de la charpente traditionnelle. On a même, si tu veux avancer, Fabien, voilà, on a même donc, dans ces boîtes de monuments historiques, dans ces entreprises de monuments historiques, des gens donc, très compétents qui ont fabriqué l'Hermione. Voilà. On fait appel à des charpentiers de métier. C'est un métier qui disparaît un peu, mais qui a encore de gros besoins dans cette filière-là. Et tu parlais d'enjeux sur la maison ossature bois. Là aussi, il y a un enjeu récent dont tout le monde a entendu parler sur le monument historique. Sur le monument historique, oui. Tu m'as parlé de maison ossature bois, Fabien. Oui, tout à l'heure, tu parlais que la maison ossature bois, il y avait des enjeux nouveaux. Mais oui. je voulais parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on est pleinement dans ce qu'on appelle le métier de charpentier traditionnel, donc avec des entreprises de monuments historiques. Et il faut savoir que ces entreprises recrutent. Il y en a une, là, Asselin, l'entreprise Asselin à Thouars, qui m'appelle régulièrement et qui cherche tout le temps du monde. Voilà. Ok. Donc alors on a un peu une pénurie. Ça, c'est une facette. Et donc, la maison ossature bois, c'est Alors, autre... deuxième facette du métier, c'est la maison ossature bois, donc il y a un vrai enjeu en ce moment de la transition énergétique. D'accord ? Donc, il y a une loi qui est sortie, qu'on verra un petit peu plus tard, là, qui est sortie en janvier, qui prévoit dans la RE 2020, donc 80% de la construction en bois d'ici les années 2030. Alors, c'est très ambitieux. Le secteur du bois connaît des problèmes en ce moment, notamment d'approvisionnement de matières premières. C'est très ambitieux, mais on n'y coupera pas. C'est une politique européenne. D'accord ? Il faut savoir que 30% des gaz à effet de serre sont produits par les maisons en France. On s'imagine toujours l'industrie, le transport. 30% des gaz à effet de serre, c'est les maisons. Donc il y a un vrai enjeu écologique là-dessus. On y viendra plus tard, il y a des diapos. Et puis, dernière facette du métier, donc les bâtiments industriels ou collectifs. Donc là, on est sur des entreprises qui sont plus spécialisées. D'accord, qui ont des machines de taille en général, ce qu'on appelle des K2, donc pour produire vraiment des gros bâtiments et qui se font de plus en plus en bois. Voilà. Pareil, au niveau de la transition énergétique, on essaye de mettre de plus en plus de bois un peu partout. D'accord, merci, on a bien compris ces 3 facettes. Tu as prévu qu'on passe une petite vidéo, est-ce que tu peux nous l'introduire ? Alors, c'est une vidéo qui a été faite sur le métier. C'est des lycéens qui ont fait cette vidéo avec l'aide d'une entreprise sur la maison ossature bois pour montrer un petit peu ce que c'était et une entreprise d'une dizaine de salariés donc, qui fabrique uniquement de la maison ossature bois. D'accord, donc c'est plutôt sur le deuxième aspect. Le deuxième volet, la maison ossature bois. Eh bien, on regarde ça. Quand je serai grand, je serai constructeur de maisons en bois. Je dessinerai Cela fait maintenant 10 ans que j'ai créé mon entreprise de construction de bâtiments en bois. La première étape de fabrication d'une maison est sa conception. Elle est faite en fonction des besoins du client, puisque chaque projet est différent et réalisé sur mesure. Les dessinateurs créent des plans virtuels et papier. Puis c'est en atelier que les éléments en bois sont découpés un à un et sur mesure à l'aide d'une machine de découpe. Ils sont ensuite poncés par une seconde machine. Les planches sont assemblées à l'aide de clous. Nous n'utilisons donc ni colle ni produits chimiques. L'isolation, située entre les planches, est constituée de fibres textiles et de copeaux de bois provenant de la scierie. Celle-ci se trouve sur le même site de production. En plus d'utiliser des matériaux naturels et renouvelables, cette technique permet de diminuer fortement la consommation d'énergie consacrée au chauffage.
Les murs des bâtiments sont montés directement dans l'atelier. La totalité des murs de la maison est chargée sur un camion. L'équipe assemblera les murs et planchers pour créer la maison. Ce procédé permet une intervention très courte sur le chantier. Il faut par exemple seulement 5 jours pour monter une maison de 120 mètres carrés. Vous l'aurez compris, je m'occupe du projet de son commencement jusqu'à sa fin. Je suis les différentes étapes de conception et de construction. Ces différents domaines, qui forment le métier de constructeur de bâtiments en bois, sont passionnants, et c'est pour cela que j'aime mon métier. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement réalisé mon rêve, j'ai également réalisé le rêve d'une centaine de clients. Croyez toujours en vos rêves. Moi, j'ai réalisé le mien. Alors je pense qu'on le voit bien au travers de cette petite vidéo, c'est un métier qui est en constante évolution. Tu veux nous en parler un petit peu plus, Yann ? Oui, alors à travers cette vidéo, on voit vraiment qu'il y a eu l'avènement de l'informatique et de la robotique, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de dessinateurs en construction bois. On dessine tout sur ce qu'on appelle les logiciels de DAO, c'est-à-dire du dessin assisté par ordinateur. Et après, on envoie beaucoup de fichiers numériques sur une machine qu'on peut voir, qui est un robot de taille en 5 axes, qui arrive à produire en fait de tout ce qui est possible et imaginable à faire en bois. Donc on a de plus en plus besoin de dessinateurs, de concepteurs, voilà, qui sont plus des profils BTS, mais on commence déjà en bac à dessiner sur ces projets DAO. On peut voir en haut, on n'aura pas le temps de regarder une vidéo, mais en fait c'est le refuge du goûter qui a été fait un peu avant le haut du Mont Blanc à 3008. Donc voilà, c'est des logiciels qui sont spécialisés dans la construction bois, il y en a 3 en France. On dessine vraiment avec, on l'apprend un peu dès le bac et on fait produire au robot de taille. D'accord, alors tu nous parlais de ces enjeux de la RE 2020 et des défis pour l'avenir. Est-ce que tu peux nous dire comment le secteur bois va répondre à ces défis ? Alors, c'est une bonne question, Fabien, sauf que on ne sait pas comment on va pouvoir y répondre. On espère que ça va bien se passer. On a des problèmes, donc... Voilà, 30% des gaz à effet de serre, si vous voulez, quand vous regardez la répartition, c'est les bâtiments industriels. On a un problème d'approvisionnement à l'heure actuelle en bois. On a décidé de mettre la RE 2020 en place début 2021, donc qui prévoit à peu près 80% de la construction en bois. Mais il va falloir que ces filières s'organisent, en fait, de la production de bois jusqu'aux ateliers et aux machines de taille. Donc c'est un enjeu environnemental, d'accord ? La filière bois s'est dit prête à y répondre. Je souhaite qu'on y arrive. Donc c'est un métier qui va évoluer très vite. Il va falloir qu'on réponde à ces enjeux-là. Après, comme beaucoup de politiques environnementales qui sont lancées, quand on dit 80% en 2030, ça sera peut-être un peu plus tard. L'enjeu, il est d'introduire du bois pour l'impact carbone, quoi. Oui, de toute façon, ça va progresser. Ça va progresser, c'est une certitude. Donc voilà, on peut voir des petits chiffres, hein. Avant, en fait, au niveau des normes, on demandait des maisons jusqu'en 2020 qui consommaient 50 kW d'énergie primaire mètre carré année. Et on est passé directement maintenant à des maisons qui doivent produire autant qu'elles consomment. Voilà. Les fameuses maisons passives. Voilà, passives. Ok. Donc voilà, là c'est le cœur de l'ère 2020 et les textes. Je vais pas vous en parler plus, mais... Ok. Et alors, toutes ces facettes du métier de constructeur bois, comment tu les articules dans ton enseignement ? Alors dans l'enseignement, en fait, on va partir sur des projets. Alors en seconde, on va partir sur des projets existants. On va extraire une partie du projet, puis l'étudier, hein. Donc ça part toujours d'une étude. On va produire des plans et des dessins et on va faire de la réalisation. Alors bien sûr, en seconde, on donne à peu près tout et on va faire plus de dessins et des petites réalisations. Et puis au fur et à mesure des 3 ans, on va passer de plus en plus à faire de l'étude, à arriver avec des projets qui sont moins ficelés pour que les élèves arrivent à faire du projet. Donc on passe en salle projet où on fait beaucoup de DAO, vous voyez, c'est les logiciels qui dessinent. Et après, on passe à l'atelier exécuté. Donc c'est vraiment sur les 3 ans un cycle où on donne quand même beaucoup de choses en seconde et on exploite. Et puis, plus le niveau avance, moins on donne de choses et plus on demande à l'élève de produire. Du plan jusqu'à la production. Et alors justement, ces productions, on peut en voir quelques exemples de réalisation de ce que les lycéens de la Châtre ont fait ? Oui, bien sûr, Fabien. Donc on essaye pour chaque session de faire un projet réel. Donc ça peut être de la construction bois, ça peut être de la charpente traditionnelle. Donc ça, c'est un projet qui avait été fait déjà il y a 5-6 ans avec une classe. Voilà. Donc on est sur de la charpente traditionnelle.
On a même réussi à faire du monument historique. Ça, c'était une tour ronde pour un château classé, qui a été fait il y a un peu plus longtemps, il y a une dizaine d'années. Si tu veux bien avancer, Fabien. Une maison Saturbois, voilà, qu'on a fournie. Donc on a fourni l'étude, les plans, la réalisation, mais on n'avait pas fait le montage. C'était d'autant plus intéressant, c'est que c'était des personnes non qualifiées. On avait fait des plans de montage de A à Z comme il risque de se produire dans 10 ans quand vous allez acheter une maison. C'est-à-dire on commande sa maison, on reçoit les murs avec les plans de montage avec comme des un plans de meuble. montage comme un meuble et on monte sa maison. Donc on avait réussi à faire ça avec des élèves de Bac Pro. Et, c'était déjà assez volumineux. On a fait ça en 4 mois. Donc c'était une belle réalisation pour les élèves. Ok. Ça, c'était Monsieur Touzeau qui avait fait ça à l'époque à Chaillac. C'était un abri de randonneurs pour une municipalité. Pas tout seul, rassure-moi. Si, presque tout seul. Presque tout seul. Donc voilà, un projet qui est encore un peu plus vieux. Ça, c'est des kiosques qu'on arrive à vendre à des clients, qu'on fait un exercice pédagogique. Donc là, on est sur de la charpente pure pour tout ce qui est tracé professionnel. Ça, c'était une demande d'un client pour une chaufferie bois avec une vis sans fin qui alimentait la maison à côté, avec du copeaux déchiqueté. Donc on avait tout produit dans l'ancien lycée. On avait tout chargé. On avait été faire l'épreuve de pause bac sur le site. Si tu peux avancer, Fabien, on commence à voir en bas. Voilà. Et on avait réalisé ça en 4 jours, en fait. 4 jours le montage, sur place, sur site. Voilà. Et donc la pause sur place chez le client, c'était l'épreuve des élèves. C'était l'épreuve de L'épreuve terminale du de bac. bac, ouais. Ok. L'épreuve de pause. Voilà. Donc là, on revient au métier, Fabien. Ok. Et tu avais d'autres choses à dire? On passe Non. Après, on a des super ateliers, mais je pense que Bah, Sébastien va tu plus en vas nous parler dans ses vidéos. Et puis donc, pour conclure, métier d'avenir, qui est pas un métier obsolète, et puis des gros enjeux environnementaux à venir dans les 10 prochaines années. Voilà. D'accord, merci beaucoup Yann. Et on passe tout de suite à l'autre bac pro qu'on propose ici au lycée de la Châtre, dans la filière bois. Et c'est le bac pro TMA. Oui, et d'ailleurs, justement, TMA et même AMA, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est le bac pro TMA, donc technicien menuisier agenceur. Et c'est un petit peu nouveau depuis cette année. Il fait partie d'une famille de métiers qui s'appelle AMA. Donc c'est agencement, menuiserie, ameublement. Et qui permet dans l'année de seconde de voir 3 différents bacs pro. Alors, il y a une petite diapositive après normalement qui représente les différents bacs pro. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça on le verra plus dans l'année. Mais le premier bac pro, c'est de l'étude et de la réalisation. Donc c'est concevoir, dessiner et puis réaliser de l'agencement. Le deuxième bac pro, celui qui est présent au lycée de la Châtre, c'est de la menuiserie, donc des portes, des fenêtres. On va voir en détail après. Et de l'agencement, donc des bureaux, du dressing, voilà. Et le dernier bac pro, TFBMA, c'est de la série. Donc là, on est un peu sur du meuble Ikea. C'est fabriqué 200 ouvrages identiques d'un point de vue industriel. Donc voilà un petit peu ce que veut dire les 2 domaines. Donc pour les élèves qui demanderont à venir au lycée de la Châtre, il ne faut pas avoir peur s'ils voient dans les dossiers d'inscription bac pro AMA ou bac pro TMA. Ce sera la même chose. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est vraiment le métier de menuisier agenceur, s'il te plaît? Alors là, vous allez voir les différentes diapos. On voit un petit peu les différents domaines, parce que c'est assez vaste. Donc il y a d'abord la partie menuiserie, donc porte, fenêtre, portail, volet, où l'élève va apprendre donc à fabriquer et à le poser. Donc avec également la réglementation thermique, tout ce qui va être étanchéité à l'air et à l'eau d'une fenêtre correctement posée. Ensuite, il y a le métier d'agenceur. Donc là, on est sur de la conception, là, comme on peut le voir, et on va travailler du panneau pour faire des cuisines, faire des meubles de salle de bain, faire un dressing, tout ce qui peut composer une maison, donc dans l'agencement intérieur, avec des produits qui évoluent d'année en année, de différentes couleurs, différents formats, différentes textures. Voilà pour ce qui est de l'agenceur. Voilà. Et puis bien sûr, ce que je n'ai pas dit, la pose. Quand on fabrique la cuisine, il faut apprendre aussi à la poser. Ok. Et donc concrètement, quels sont les genres de réalisation des élèves du lycée? Et il me semble que vous avez préparé une vidéo pour ça. Oui, il y a une petite vidéo à mettre là. Je vais l'expliquer. Où il y a juste, c'est comme une diapositive. Il y a différents ouvrages réalisés par les élèves. Ouais, c'est parti. Le
lycée polyvalent Georges Sand est un établissement qui accueille des jeunes de la 3e prépa pro à la terminale. Le bac pro technicien menuisier agenceur enseigne le dessin à la main ou sur ordinateur de tout type d'ouvrage. La fabrication et la pose de menuiserie, volets, cuisine ou agencement de magasins, en bois et dérivés du bois, PVC et aluminium, en s'appuyant sur des machines traditionnelles et numériques. À l'issue du bac pro technicien menuisier agenceur, l'élève pourra entrer dans la vie active, continuer vers un BTS. Donc là, le but du jeu, c'est que dès l'année de seconde, on apprenne à se servir de toutes les machines de l'atelier pour que l'année de première et de terminale soit plus facile, où on n'ait plus que de l'étude de plan et que les machines ne posent pas de problème. Donc c'est la petite vidéo qui va arriver maintenant, c'est là où il y a un petit peu les ouvrages réalisés suivant les différentes années. Donc là, vous allez, voilà, les réalisations des premières années. Donc on commence par des ouvrages simples, avec un travail à la main, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser les machines dangereuses tant qu'on n'a pas fait une visite médicale. Donc ça, c'est travaillé complètement à la main. Là, ici, on voit notre salle de technologie où on fait du dessin, où on travaille sur le 3D, où on va dessiner et puis après réaliser. Là encore, c'était des jardinières ou des tréteaux réalisés par les premières années. Voilà, là, on les voit aux machines. Première année, c'est les élèves de seconde. Donc, Voilà, quand on dit seconde bac pro, ça veut dire première année de menuiserie. Première bac pro, deuxième année, et terminale bac pro, troisième année. Donc voilà, là, vraiment le but, c'est d'utiliser les machines le plus possible et puis d'être à l'aise dessus pour pouvoir après faire des choses un peu plus complexes. Là, c'était un petit chantier pour le château d'Ars, en commun avec les TCB. Là, on avait des tables de jardin, également toujours par des premières années. Donc vous voyez qu'en première année, même si ils débutent, on peut quand même faire beaucoup de choses avec les élèves. Donc là, c'était l'agencement du CDI fait par la deuxième année. Et là, on voit donc des choses un petit peu plus complexes avec du cintre, avec des montages usinage et l'utilisation de la commande numérique. Donc on voit ici une petite démonstration, mais on la verra un peu plus en détail tout à l'heure sur la dernière vidéo. Donc ça, cette machine à commande numérique 5 axes, le but c'est d'apprendre à s'en servir, de savoir programmer. Donc c'est quelque chose qu'on commence dès la première année. Et on peut programmer sur une machine virtuelle qu'on a dans notre salle de dessin. Et ça permet aux élèves de fonctionner même par l'erreur, même si on se trompe, c'est pas grave, c'est du virtuel. Une fois que le programme est correctement réalisé, on va sur la machine et on usine. Donc là, on voit des réalisations de troisième année, terminale TCB, avec la pause. La pause qui fait partie de l'évaluation de fin d'année. C'est fabrication et pose d'un ouvrage. Et voilà encore la classe avec différents ouvrages. Bon, une porte qu'il fallait également poser. Et là, un petit peu de tracé géométrique pour réaliser des formes pyramidales. Là aussi, c'est un métier qui a beaucoup évolué, qui s'est numérisé. Qui s'est numérisé, oui, pour beaucoup, c'est surtout là l'évolution. Les machines numériques qui étaient dans l'industrie sont arrivées dans l'artisanat. Et donc, la petite entreprise de 2 ou 3 ouvriers, maintenant, a une commande numérique. Alors, pas tous, mais ça vient petit à petit, mais commence à s'équiper. Et du coup, nous, on a une obligation à ce que nos élèves sachent se servir de cette machine. Voilà, donc après, il y a un peu de temps de programmation, mais l'usinage n'est pas compliqué, quoi. C'est que de la programmation. Ok. Et donc, quelles sont les poursuites d'études qu'on a après ce bac pro TMA? Alors, comme pour le TCB, on a donc des BTS. Donc, normalement, il y a une petite diapo. Là, c'est les entreprises, voilà. Donc, on a du BTS. Attends, reviens en arrière, s'il te plaît. Excuse-moi. Donc, il y a 4 BTS. L'ERA, donc c'est plus de l'étude de réalisation. Le SCBH qui rejoint le TCB. Système constructif bois et habitat. Donc là, on va travailler la maison Saturbois surtout, et puis aussi la charpente. Le DRB, qui est la suite logique, qui va être plus sur l'utilisation de machines à commande numérique et vraiment de la programmation 5 axes. Et puis le dernier qui est plus dans le commerce. Et ensuite, bien sûr, on a des formations qualifiantes, comme pour le TCB. Donc nous, on va en avoir dans le parquet, dans la lutherie, dans le placo, dans l'escalier. Il y a tout un tas de filières différentes. Et on peut également faire du CAP en 1 an, en installateur-poseur par exemple. On a quelques élèves qui font ça, qui leur permet, sous le statut d'apprentissage, de commencer à mettre un pied dans l'entreprise et de travailler la pose. Ok, et il me semble que ça nous a préparé une deuxième vidéo pour justement... Oui, pour voir l'atelier, on va voir un petit peu l'atelier. Pour ceux qui ne pourraient pas venir aux portes ouvertes. Voilà.
Donc là, on est à l'extérieur. On est à l'extérieur et on rentre dans l'atelier de menuiserie. Donc là, on voit un petit peu les différentes machines avec l'atelier. Donc on voit quand même qu'on a un équipement au top. Donc là, c'est une petite table. C'est pour montrer le processus. Donc la partie conception sur ordinateur d'un logiciel de DAO. À partir de cette conception, on va sortir des plans en 2D et des fiches de débit qui vont nous dire voilà, il faut tant de pièces de telle dimension. Et après, les élèves partent sur les machines pour usiner. Donc voilà, là on commence sur du bois massif avec couper les bois de long, couper les bois en travers, les mettre propres, les mettre d'équerre. Voilà. Ensuite, on a la partie tracée, là, qui est obligatoire. Et une fois qu'on a tracé nos pièces, on va les assembler, les coller. Et puis sur cette petite table, on avait fait une forme un petit peu arrondie sur le dessus à la commande numérique. Donc il y avait une petite programmation également à la commande numérique. Donc là, c'était sur une classe de terminale où ils étaient en autonomie complète sur tout, quoi. Donc ça leur permettait de valider l'examen. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette simulation est très pratique pour les élèves parce qu'ils peuvent simuler autant de fois qu'ils veulent. Ils l'ont sur chaque poste informatique et ils peuvent voir les erreurs, ce qui va et ce qui ne va pas. Et remodifier au fur et à mesure avant de passer sur la machine et d'usiner en vrai. Voilà. Ouais, ça s'est largement modernisé quand même. Oui, ça s'est modernisé. Mais bon, on en trouve dans le secteur. On a 4-5 entreprises du secteur qui sont équipées de ce type de machine et qui ont une demande de personnes qualifiées, quoi, parce que c'est un autre métier du métier de menuisier, quoi. Là, c'est la programmation. On le précise, ces machines-là qu'on voit, c'est tout filmé au lycée de la Châtre. C'est au lycée de la Châtre. Dans les nouveaux ateliers, puisque les ateliers sont neufs quasiment. Les ateliers ont 3 ans. Oui, 3 ans. Et ils sont tout neufs avec des machines qui sont quasi pour la plupart neuves à 80%. Avec des engins de levage pour reporter les charges lourdes, avec des tables aspirantes pour les poussières, avec, vous voyez là on a une petite zone de montage sur le côté pour faire de la pause. Vous voyez les locaux, c'est on peut pas avoir mieux, quoi. On peut pas avoir mieux. Là ce matin, tous ceux qui sont arrivés nous ont dit c'est vraiment magnifique, quoi. On a des super ateliers. Donc des super conditions pour travailler, en sachant qu'il y a 15 élèves par classe, donc il y a de quoi se tourner sans se rentrer dedans. Voilà. Oui, c'est pour le connaître, les ateliers, c'est vrai qu'il y a de la place, c'est grand. Voilà. Bon, merci à tous les deux, Yann et Sébastien, pour cette présentation des Bac Pro. Des petites choses à rajouter, non ? Non, je pense que c'est tout. Bon, alors on continue dans nos métiers du bois, puisqu'on va maintenant parler de la formation complémentaire pour adultes lutherie. Et on a la chance d'avoir avec nous un professionnel de la lutherie, puisqu'il s'agit de Sébastien Tourny, qui est du coin, puisqu'il travaille à la Châtre et il a un atelier de lutherie. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Je vous laisse vous en parler. Alors, bonjour. Je vais présenter la formation en quelques minutes et ensuite je laisserai la parole à Sébastien Tourny, qui donc est un facteur de Vielle-à-Roux connu. Alors, non seulement sur la Châtre, mais même internationalement, il est réputé pour la qualité de son travail. Voilà, donc c'est une formation qui s'inscrit dans l'environnement, notamment culturel, de la lutherie dans le Berry. Et son intitulé exact est Formation complémentaire d'initiative locale, lutherie des instruments de musique traditionnels. Donc on est sur plusieurs modules de fabrication d'instruments de musique. Donc il y a la Vielle-à-Roux, avec donc, notamment Sébastien qui enseigne dans ce module. Le violon avec un luthier de Montluçon. Ensuite la cornemuse avec Lisa Wolf qui est de Neuvy-Saint-Sépulcre, pas très loin de la Châtre. Et j'ai oublié... L'accordéon diatonique par M. Van Glabeck de Roanne, et M. Bonnefoy commence l'année aussi avec un ukulélé qui donc permet de travailler sur un instrument et de le finir assez rapidement, enfin, entre guillemets, parce que bon, rien n'est facile.
dans ce métier-là. Alors, la formation dure 1 an. On n'a pas la prétention de former des luthiers en 1 an, et ça, Sébastien va revenir dessus sûrement. Mais elle a 2 objectifs, cette formation. Donc, fabrication d'instruments de musique, ça c'est clair, mais aussi découverte du monde professionnel. Et voilà, donc on accueille depuis plusieurs années des jeunes qui ont véritablement des projets et qui ne s'arrêtent pas uniquement à la chatte, mais qui leur permettent ensuite souvent de poursuivre des études, et notamment à l'étranger. Donc je vais laisser donc, la parole à Sébastien Tourny, donc, tout en effectivement marquant l'originalité de cette formation, qui est effectivement d'avoir des professeurs qui sont des artisans, voilà, merci, professionnels, et qui de temps en temps sortent de leur atelier pour venir enseigner au lycée de La Châtre. Oui, donc bonjour, je suis Sébastien Tourny, donc facteur de Vielle-la-Roue. Donc je viens animer au sein de La Châtre sur 3 semaines en fait, comme mes 4 autres collègues. Et le but, c'est de montrer et de découvrir, de mettre un pied un petit peu dans le monde de la lutherie. Donc on va travailler en démarrage, on va démarrer sur le ukulélé, qui est un instrument qui est une petite guitare. Donc c'est un instrument qui est le plus simple, on va dire, à fabriquer. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc on a aussi l'accordéon diatonique, donc un instrument avec un vent. Là, c'est la vielle à roue, donc instrument à cordes frottées, et la cornemuse. Donc en fait, tous ces instruments sont des instruments de musique traditionnelle. Alors pourquoi on a appelé la musique traditionnelle ? Parce qu'il y a déjà des écoles de lutherie qui existent, mais aucune qui n'existe en vielle à roue, qui existe en cornemuse, qui existe en accordéon diatonique. Donc le but, c'est d'un peu de montrer ce que la lutherie est, enfin le vrai métier de luthier, pour comprendre la passion, parce que c'est pas si simple en fait. Il faut passer beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup d'énergie et de concentration, et aussi il faut être passionné par le métier. Donc cette formation est très très bien parce qu'elle permet vraiment de voir toutes ces qualités-là et de savoir si au bout de l'année, si on est fait pour être luthier ou pas. J'anime la lutherie depuis 2012, et en général, on a toujours entre 2 et 3 luthiers sur la section qui vont s'installer par la suite. Donc la suite, en fait, c'est simple, hein, c'est soit on trouve un patron qui vient nous former, et là on démarre directement dans le pied à l'étrier sur l'artisanat, ou alors on peut aller intégrer des écoles de lutherie, comme par exemple Mirecourt, qui est dans les Vosges. On a aussi l'ITEM, qui est donc au Mans. Toutes ces écoles-là sont un peu spécialisées sur chacun de ces instruments, et ça va permettre de continuer, d'avoir une formation diplômante pour continuer dans ce métier. Alors, la musique traditionnelle aujourd'hui est une lutherie, on pense qu'elle est ancienne, elle est traditionnelle, mais en fait, en même temps, elle est très contemporaine. Pour ma part, en tout cas, la fabrication que je fais, c'est des vielles à roue contemporaines. J'exporte dans le monde entier. Pour vous dire qu'il y a du boulot, il y a du boulot. Jérémy Van Glabeck en accordéon a 2 ans et demi de délai. On fabrique à peu près 15 instruments à l'année, et on a 2 ans, on a un carnet de commandes qui est plein sur 2 ans et demi. Moi, sur 4 ans et demi, aujourd'hui en tout cas. Donc, il y a de la place pour beaucoup de monde en fabrication d'instruments traditionnels. Ça veut dire que vous avez des commandes dont vous savez que vous n'allez pas pouvoir honorer avant 4 ans et demi, c'est ça, hein ? C'est ça, exactement. Ah oui, okay. C'est ça. Et alors, pour comprendre les élèves, je ne sais pas si on peut les appeler des élèves, les apprenants... On a des élèves de 50 ans, même, hein, donc c'est ouvert, alors, pas de 7 à 77 ans, mais de 18 ans... on a eu des personnes qui avaient plus de 50 ans et qui étaient élèves. Et alors, ils réalisent tous au cours de l'année un ukulélé, un accordéon, une vielle à roue, non ? Alors non. Ils vont arriver en général à faire un ukulélé chacun. Ils vont arriver à faire 2 accordéons diatoniques. Ils vont arriver à fabriquer 2 cornemuses. Ah oui, en se partageant le travail, c'est voilà, ça, 2 pour toute la formation. C'est ça. À part le ukulélé, j'arrive presque à en faire un tous. En général, ils y arrivent. Dans l'année, ils y arrivent à faire un instrument. Et cette formation a aussi parce que souvent les élèves viennent ici et ne sont pas intéressés ni par la vielle, ni la cornemuse, ni le violon, ni l'accordéon.
Et donc là, on leur donne un fil rouge, en fait. Donc dans l'année, ils doivent réaliser un instrument de musique. Donc là, on va les aider. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'ils sont obligés d'aller chercher sur Internet ou d'aller chercher les plans, de cogiter un peu à la tête avant d'arriver à fabriquer l'instrument. Alors que nous, quand on arrive avec nos instruments, tout est déjà prêt, en fait. D'accord. Et c'est vraiment une formation où on apprend en pratiquant, quoi, en faisant. Exactement. De toute façon, c'est des métiers, on parle souvent de secret professionnel. Pour moi, ça n'existe pas. Ce qui fait la force de l'artisan, du luthier, ça va être l'expérience, tout simplement. Et donc là, le but, on est 5 intervenants professionnels. On essaye de leur montrer vraiment, ou dans tous les jours, tout ce que l'on fait. Et c'est pas pour ça que demain, ils vont nous prendre notre boulot, parce qu'il y a encore un petit peu d'expérience à avoir. Oui, l'expérience, ça se partage. Exactement, c'est ça. C'est ça. Puis de la place, il y en a de toute manière. Donc, oui, il y a de la place. Bah Alors, oui. La Châtre avait ouvert cette section. Pourquoi ? Parce qu'il y a un festival international qui s'appelait à l'époque le Festival du Comité Georges Sand. Donc c'était les rencontres de Saint-Chartier, donc qui se passaient à Saint-Chartier, un petit village à côté de la Châtre. Depuis 2009, le château a été racheté à Saint-Chartier, donc le festival a déménagé au château d'Ars. Donc c'est un château qui est juste à côté de la Châtre, qui est en sortie de la Châtre. Et là, en général, aux alentours au week-end du 14 juillet, donc cette année, ça sera du 14 au 17 juillet, il y a 130, 140, 150 luthiers qui exposent en musique traditionnelle, donc du monde entier. Et c'est le son continu maintenant. Exactement, c'est ça, le son continu. Qui expose et qui joue, j'imagine qu'on peut entendre. Ouais, voilà, c'est vraiment le festival où on se plonge complètement dans la musique traditionnelle, puisqu'on a les danseurs, on a les joueurs, donc les musiciens professionnels, les musiciens amateurs, et surtout tout le monde de la lutherie qui existe dans le monde sur la musique traditionnelle. Donc là, on peut venir essayer des instruments, on peut venir écouter et vraiment se plonger de 10h du matin à 6h du matin. D'accord. Je trouve intéressant ce que dit Sébastien, parce que on avait avant des luthiers qui gardaient leurs secrets. Or lui, son état d'esprit, c'est de dire je forme des luthiers et j'espère qu'ils vont fabriquer peut-être des vielles à roue pour que cet instrument se développe. Donc c'est avoir un objectif de développement de la musique trad par la multiplication des formateurs, des élèves, des ateliers, etc. Et c'est comme ça que tu fais bien vivre la vielle à roue, notamment, qui se développe, puisqu'elle évolue aussi énormément. Maintenant, il y a des vielles à roue électroacoustiques. Électrique, MIDI. On utilise, moi j'ai pas la grosse CNC qu'on peut trouver en bac pro TMA, mais j'en ai une petite, donc qui travaille pas sur les 5 axes, mais qui travaille sur 2 axes. Et aujourd'hui, j'ai une imprimante 3D aussi, donc je fabrique certaines pièces sur la vielle à roue avec une imprimante 3D, avec ma commande numérique. Donc on est toujours dans le moderne, et pour justement accélérer et de plus en plus être précis. Et ce qui est toujours intéressant de venir au lycée, c'est que l'ambiance de la classe est jamais la même, en fait. C'est suivant les personnes que l'on a en face de nous, c'est eux qui vont nous donner l'ambiance, qui vont nous donner toute cette expérience et enrichissante, puisque on n'est pas figé sur une, comment dire, sur un mode de fonctionnement d'une classe, quoi. Exactement, c'est ça. Sur un mode pédagogique, on est fixé sur ce que la personne en face attend. Donc on va être à l'écoute au maximum de l'élève, et le but du jeu, c'est qu'il essaye d'aller dans ce qui l'intéresse. Donc instrument à vent, instrument à cordes, instrument traditionnel ou pas du tout. Donc on est souvent confronté aux personnes qui veulent fabriquer des guitares. Malheureusement, aujourd'hui, l'un des métiers qui est un petit peu bouché dans ce monde de la lutherie, c'est la guitare. Il ne faut pas oublier qu'on a des Chinois qui nous fabriquent des instruments à très bas prix, avec une qualité qui commence vraiment on va dire qu'à 300 €, on peut déjà avoir une très bonne guitare. En vielle à roue, il y a encore un petit peu de temps avant que les Chinois s'y intéressent. Bon, merci beaucoup. Il vous reste des choses à dire sur la lutherie ? J'ai l'impression qu'on pourrait en parler des heures. Ah, oui. Tout à fait, on pourrait en parler des heures. Alors, le métier de luthier est aussi bien féminin que masculin. Ça démarre en général, j'ai eu des élèves qui n'étaient pas majeurs, jusqu'à des élèves qui étaient à 4 ans de la retraite.
Donc Une reconversion tardive. reconversion tardive ou un peu une frustration d'une personne qui a toujours été dans un bureau et puis qui a envie de passer au Un manuel. rêve de gosse en quelque Voilà, sorte, quoi. c'est ça, exactement. Ok. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Pour votre passion. Alors, une façon d'entrer en bac pro ou de venir au lycée professionnel de La Châtre, c'est d'entrer par la porte de la 3e prépa métier. Tu nous en parles un petit peu, Peggy ? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, je vais aborder la question de la 3e prépa métier. C'est une classe qui est de niveau collège, du coup, comme son nom l'indique, c'est une 3e. C'est une 3e pratiquement classique. Donc, au niveau des enseignements, c'est sensiblement les mêmes enseignements généraux. On est obligé de faire quelques petites différences, mais l'objectif de cette formation de 3e, finalement, c'est de faire une 3e et de s'inscrire davantage dans une recherche d'orientation professionnelle. Dans cette classe, on fait comme au collège, on valide des domaines de compétences, ce sont les mêmes. On passe le brevet, le diplôme national du brevet. La petite différence sur ce diplôme, c'est qu'il y a une option professionnelle, généralement qui s'ajoute, qui est comptabilisée dans le contrôle continu et dans l'oral. Nous, concernant le choix qu'on a fait ici au lycée à La Châtre, c'est que l'oral se fait en appui sur la découverte professionnelle. Donc l'élève est parti faire des stages et puis son oral va prendre appui sur son stage. Il s'agit pour un élève de 3e de pouvoir construire vraiment son projet d'orientation professionnelle. Il arrive en 3e, ce n'est pas forcément exactement ce qu'il veut faire. Généralement, ce sont des élèves qui ont une orientation plutôt à visée professionnelle. L'idée, c'est de rentrer plutôt en lycée professionnel qu'en lycée général, même si on peut avoir des passerelles et que des élèves en 3e prépa métier repartent sur l'orientation générale. Mais en règle générale, c'est plutôt pour partir sur le domaine professionnel. Et ce sont des élèves qui sont pris sur dossier. Ne rentre pas en 3e professionnel tout élève qui voudrait éventuellement y entrer. Il faut que ce soit vraiment une volonté, une vraie envie. On leur demande d'ailleurs de présenter une petite lettre de motivation. D'accord. Donc, quand il rentre en 3e professionnel, il va chercher à découvrir plusieurs métiers. Pour pouvoir découvrir plusieurs métiers, il y a des enseignements qui sont spécifiques aux métiers. C'est des enseignements professionnels. Donc, ils sont en atelier, par exemple. Ils ont quelques heures par semaine. Ils ont 3 heures par semaine en atelier. Ils ont 2 heures de découverte professionnelle. Ça leur permet de commencer à découvrir des métiers. Et dans l'enseignement découverte pro, c'est 2 heures par semaine, c'est l'occasion d'aller visiter des entreprises, des lycées pro, des CFA, des centres de formation, des professionnels. Mais de voir un peu aussi ce qui se fait en lycée pro à La Châtre aussi. De voir ce qui se fait en lycée pro à La Châtre, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce n'est pas fermé que sur ce qui est fait au lycée. D'accord. Voilà. Alors évidemment, le contexte étant, pour les 2 années qui ont suivi, c'était un petit peu plus compliqué, mais malgré tout, on arrive quand même à proposer aux élèves la possibilité d'aller visiter des organismes, par exemple le chantier d'Arton dans l'Indre pour cette année. D'accord. Voilà. Et en fait, l'élève expérimente plusieurs registres et puis il va essayer 1 stage, 2 stages, 3 stages, 4 stages. Il va confirmer son choix et après, il peut vraiment se lancer dans son projet professionnel, c'est-à-dire s'inscrire dans le bon établissement en fonction de ce qu'il désire faire. C'est ça, c'est vraiment l'occasion de se tester, d'essayer, de voir si ça nous plaît avant de se lancer à corps perdu dans un bac pro dont on se fait, ou une formation professionnelle dont on se fait une idée et qui n'est pas celle qu'on croit. C'est ça. Et du coup, en découvrant plusieurs métiers, c'est quand même 4 stages sur l'année d'1 semaine chacun. Ces 4 stages peuvent être tous sur le même registre ou au contraire sur des registres différents.
de s'orienter sur la vente pour voir ce que ça donne, découvrir les métiers de la construction bois, ou de voir si éventuellement travailler avec des enfants ou des personnes âgées, ça peut les intéresser. C'est vraiment complètement libre au niveau de ces stages. L'occasion aussi pour eux, dans les heures d'enseignement professionnel, de voir des professionnels des métiers auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Voilà. C'est intéressant aussi de construire, d'organiser une visite pour aller voir un professionnel. Donc, comment on fait, qui on contacte, comment on cherche les informations, comment est-ce qu'on prend rendez-vous, quelle est la façon la plus adaptée de s'adresser à un professionnel. Voilà le genre de choses qu'on fait en enseignement professionnel. C'est de l'attitude, en gros, professionnelle, c'est transversal à tous les métiers, quoi. C'est ça, transversal à tous les métiers. Rédiger un CV, rédiger une lettre de motivation, enfin voilà. Toutes ces formes tout à fait utiles dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, à partir de là, à partir du moment où on a fait tout ça, qu'on a commencé à mettre un pied dans la formation professionnelle, on a pu découvrir, expérimenter, faire quelques choix, et du coup aussi se découvrir, parce que les élèves arrivent des fois avec une idée, et puis finalement ne se rendent pas forcément compte tout de suite de ce qui pourrait les intéresser ou ne pas trop les intéresser. Et là, ils peuvent, au bout de cette année-là, vraiment confirmer leur choix, clairement. Il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'inscription, il faut être très motivé pour venir. On ne prend pas forcément un élève qui est bon au niveau scolaire, ça c'est pas ce qui est attendu, mais c'est plutôt vraiment une volonté de s'orienter sérieusement dans son projet. C'est aussi, faut comprendre que cette troisième professionnelle va leur permettre par la suite de faire un choix, mais même quand ils vont arriver en seconde, ils pourront encore, s'ils ont encore quelques doutes, parce qu'ils sont jeunes, arriver en seconde et puis se dire qu'éventuellement, ils voulaient faire, par exemple, de la construction bois, où ils hésitaient avec l'agencement. Eh bien, il y a des passerelles pour la seconde qui leur permettra de changer éventuellement ou d'affiner leur choix. D'accord, donc même après la troisième, tout n'est pas tracé quand on a fait un choix. Tout n'est pas tracé, c'est pas figé, ils sont jeunes, il faut qu'ils puissent choisir. Et je vais ajouter une petite chose pour conclure, c'est que dans cette formation-là, dans ce cadre, dans cette troisième-là, on travaille beaucoup autour du projet professionnel personnel. On travaille beaucoup en équipe, beaucoup en groupe. Et c'est aussi l'occasion de se remettre plus à l'aise avec le cadre scolaire, parce que beaucoup d'élèves qui rentrent en troisième prépa métier sont pas forcément très à l'aise avec le scolaire. Et le fait de venir en troisième prépa métier, ils ont l'occasion de travailler de façon un petit peu différente que le lycée, que le collège traditionnel. Il y a beaucoup plus beaucoup plus de remise en confiance en soi dans le cadre des enseignements. C'est des petites bouffées d'oxygène, en fait, ces moments où on va découvrir des métiers, c'est ça? Oui, d'abord, ça a un côté moins scolaire. Et de toute façon, on est déjà plus dans des démarches, dans des enseignements qui sont ceux du lycée professionnel. Et souvent, on est plus obligé, en tant qu'enseignant, d'être attentif aux difficultés des élèves, parce que ce sont souvent des élèves plus fragiles, pas toujours, mais souvent. Et il faut beaucoup travailler la confiance en eux. Et c'est le bon cadre pour leur redonner confiance en eux, pour ceux c'est tout à fait adapté. C'est un bon tremplin. Ok, ben merci beaucoup Peggy pour cette présentation de la troisième prépa métier, qui peut donc être un tremplin vers une filière pro de votre choix, et puis une occasion de se tester sur différents domaines. Alors, juste avant de faire une petite pause, je voudrais vous parler d'un film, Les Mauvais Garçons, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il a gagné cette semaine le 47e, lors de la 47e cérémonie des Césars, il a été meilleur court-métrage de fiction. C'est donc le César du meilleur court-métrage de fiction. Et il a été réalisé par un élève de la promo 2001 du bac S du lycée de la Châtre, c'est Élie Girard.
Voilà, alors on peut saluer ce qu'on peut devenir Félicitations à aussi lui. quand on est passé par le lycée de la Châtre. On peut gagner un César. Je vous laisse en compagnie de quelques photos de l'association sportive, parce qu'on trouve que c'est un beau projet, une belle association. Et puis, je pense qu'en ce moment, on a tous besoin d'avoir un petit peu d'air. Et l'association sportive, c'est l'occasion de faire plein de choses à l'extérieur. Donc, je vous laisse en compagnie de ça. On fait une petite pause et on revient dans 5-10 minutes. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home. I would do it all again for you. To a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. I would do
Dance with me. Our story's ending. Dance with me. Laugh with me. The miles are stones in front of me. Remember, remember when the night sky made us feeling free. Hold me till we meet again. Don't let me leave. Remember, remember when the night sky made us feeling free. Hold me till we meet again. Don't let me leave. Lie to me, oh lie to me, the end is near. So high, we tried so much, our love is hard. Remember, remember when the night sky made us feeling free. Hold me till we meet again. Don't let me leave. Remember, remember when the night sky made us feeling free. Hold me till we meet again. Don't let me leave. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in
the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Voilà, alors vous avez eu un petit aperçu de toutes les activités qu'on peut faire en venant au lycée Georges Sand et en s'inscrivant à l'association sportive. Pour en savoir un peu plus, venez nous rencontrer ou posez une question par mail ou par SMS. On vous répondra sur l'association sportive. Tout de suite, on rattaque avec la présentation de nos formations professionnelles ici au lycée Georges Sand, et en particulier sur les métiers de la petite enfance et les services à la personne et l'animation. Et on commence avec Adeline Mautré pour le Bac Pro EPA. Donc, je te laisse, Adeline, nous présenter ce qu'est ce Bac Pro et pourquoi justement l'avoir proposé. Alors, donc, le Bac Pro Animation Enfance et Personnes Âgées, c'est un Bac Pro pour lequel nous sommes le seul établissement en fait, à avoir ce Bac Pro dans l'Indre. Nous l'avons ouvert à la rentrée 2021. Ça faisait suite à une vraie demande au niveau donc, des structures d'accueil et afin de professionnaliser la voie de l'animation. Ok, donc c'est quoi ce Bac Pro? Où est-ce qu'on peut travailler après? Alors, c'est un Bac Pro qui forme au métier de l'animation, aussi bien pour les enfants qu'avec les personnes âgées. On peut donc travailler dans des accueils collectifs de mineurs, donc dans des accueils périscolaires ou extrascolaires pendant les vacances, par exemple. On peut aussi travailler donc, dans des structures culturelles comme des maisons de quartier, des maisons pour les jeunes, la culture, mais aussi dans des EHPAD, puisqu'on voit les personnes âgées, des associations de maintien à domicile. Une information importante, c'est qu'à la fin donc, de ce Bac Pro, après l'obtention de ce Bac Pro, vous avez une équivalence BAFA. D'accord. Et donc, quelles sont les qualités requises pour entrer dans ce Bac Pro et donc devenir animateur ou animatrice? Alors, les qualités, tout d'abord, il faut avoir le goût pour les relations humaines, le travail en équipe, la communication, être doté également d'un sens de l'organisation, bien sûr, être à l'écoute des autres, avoir envie, tout simplement, de travailler avec les autres, avoir de bonnes compétences informatiques, puisque tout ce qui va être informatique va avoir toute son importance, être créatif, avoir de l'imagination. Il y a effectivement des compétences qui sont travaillées particulièrement dans ce Bac Pro, qui sont donc de concevoir et réaliser donc des activités d'animation, conduire donc des projets d'animation et également donc communiquer et impulser une dynamique au sein donc d'un groupe. Ok, et donc est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ce que sont les enseignements qui sont dans ce Bac Pro, s'il te plaît? Alors en fait, on a des enseignements généraux, comme par exemple mathématiques, français, histoire-géographie, langue vivante 1, donc ce sera l'anglais, langue vivante 2, ça c'est une spécificité aussi de notre Bac Pro à EPA, puisqu'il y aura de l'espagnol. Alors pas de panique, si vous n'avez pas fait d'espagnol en 3e, il y aura une remise à niveau en début de seconde. Ensuite, il y aura des arts appliqués, éducation physique et sportive, économie-gestion et prévention, santé, environnement. Ça, c'est l'enseignement effectivement général. Et ensuite, il y a l'enseignement donc professionnel qui s'articule, lui, autour de 3 grandes fonctions qui sont donc la première fonction, il s'agit de connaître les structures sociales et médico-sociales, ainsi que les publics, donc enfants et personnes âgées. La deuxième fonction, ça va être principalement donc, de connaître les caractéristiques de l'animation auprès, cette fois, des personnes âgées uniquement. Et la fonction 3, donc de connaître l'animation, mais auprès des enfants. Et à chaque fois, on va articuler en fait, notre enseignement autour de ces 3 fonctions. Ok, et donc il y a une période importante, ce sont les stages, j'imagine. Comment ça se passe? Alors, les stages, il y a 22 semaines de stage sur les 3 années de formation. En seconde, on a 6 semaines dans le secteur donc, socio-éducatif et socio-culturel, donc c'est-à-dire les enfants. Et la particularité durant cette année de seconde, c'est qu'on va proposer à nos élèves de partir tous les mercredis de l'année scolaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va leur proposer en fait, d'aller dans des accueils périscolaires, donc qui sont ouverts uniquement les mercredis durant l'année scolaire.
Donc on les accompagne sur la recherche de stages et on les accompagne également par rapport à la mise en place, je dirais d'un point de vue organisationnel, par rapport à ce stage. Au niveau des structures, donc, qui peuvent accueillir nos élèves, ça va être essentiellement des accueils collectifs de mineurs, des centres socio-culturels qui vont être essentiellement donc, partenaires pour cette année de seconde. Voilà. Après, donc... Donc plus concrètement, est-ce que tu peux nous écrire comment ça se passe et surtout pour les internes? Oui, alors en fait, quand l'élève arrive en début de seconde, on va savoir donc où est-ce qu'il habite, quelles sont ses possibilités géographiques, et donc en fonction de ça, on va cibler des établissements susceptibles de pouvoir l'accueillir, et donc ensuite, on va voir s'il a besoin soit de partir le mardi soir en stage et donc revenir le mercredi soir, ou bien de revenir seulement le jeudi. Tout est possible en fait. On va s'adapter au maximum aux besoins de la famille et on vous accompagnera vraiment par rapport à ce stage. D'accord. Et pour les autres stages, est-ce que c'est la même chose? Alors non, pour les autres stages, à partir de la première, on va partir sur des stages plus traditionnels, si je puis dire, puisque là, on sera sur 16 semaines au total, donc 8 semaines en première, 4 semaines et 4 semaines, où on fera le public de l'enfant à nouveau et le public découverte du public des personnes âgées. Et à la fin donc, de ces 8 semaines, on demandera à l'élève de choisir en fait, un public pour lequel il va avoir plus d'affinité. En fait. Et en terminale, on lui proposera de faire ces 8 semaines auprès de ce public. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bac pro là? Alors, avec ce bac pro, tout d'abord, comme tous les bacs pro, il peut vous amener à rentrer donc, dans le milieu du travail. Et puis, sinon, effectivement, vous pouvez partir sur un BTS ESF, le BTS, donc économie sociale et familiale, BTS SP3S, également donc, tout ce qui va être BEP GEPS, avec différentes options possibles. Le DEGEPS, le BUT, donc carrière sociale, ou alors des écoles paramédicales également, comme moniteur éducateur, éducateur spécialisé, etc. Alors, on précise juste que BUT, c'est les nouveaux noms des DUT, ce qu'on a appelé avant les DUT, maintenant ça s'appelle des BUT. Ouais. On est passé de diplôme universitaire et technologique, c'est ça? Bachelor universitaire et technologique. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, moi, juste pour terminer, je voudrais juste vous dire que si vous avez envie de travailler avec les enfants ou les personnes âgées, au travers plutôt de la conception, de la réalisation d'animation, je pense que AEPA peut être une voie qui peut vous intéresser et vous convenir. Vous pouvez venir découvrir également cette formation Bac Pro AEPA lors de mini-stages et entre autres, on propose donc un mini-stage qui aura lieu le mardi 29 mars de 14h à 18h, où vous serez donc accueillis au sein de l'établissement pendant 4 heures pour découvrir à la fois donc, le bac pro AEPA et le bac pro ASSP. Voilà. Et pour ces mini-stages, donc, comment ça s'organise? Il faut contacter le lycée ou c'est les collèges qui organisent? Il faut plutôt en fait, voir avec le collège d'appartenance qui après fait le lien avec le lycée. D'accord. Ok, merci beaucoup Adeline. Merci à vous. On passe à un autre bac pro qui est proposé au lycée Georges Sand, dans laquelle on va retrouver, je crois, cette dimension animation aussi, mais avec la partie soins à la personne et service à la personne. Avant de te donner la parole, Colette, on passe une petite vidéo de présentation donc, du bac pro à SSP. Avec plaisir. Le service à la personne option structure est organisé autour de 3 axes. Le pôle ergonomie soins, en vue d'acquérir des techniques de soins sur l'enfant et la personne âgée en associant de la biologie. Le pôle sciences médico-sociales, qui vise à acquérir des techniques d'animation auprès d'enfants et de personnes âgées. Le pôle travaux pratiques services à l'usager, qui consiste en l'acquisition de techniques d'entretien des locaux et des techniques culinaires en lien avec la nutrition. À l'issue du bac pro accompagnement soins et services à la personne, l'élève pourra se présenter au concours d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, d'aide médico-psychologique, de moniteur éducateur, mais également poursuivre vers un BTS ou un DUT. Ok, alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce bac pro SSP, s'il te plaît, Colette? Oui, alors du coup, nous, ça signifie accompagnement, soins et services à la personne.
Contrairement au bac pro EPA qui vient d'être présenté par Adeline, nous, on est plutôt dans la partie sanitaire du médico-social, alors que le bac pro EPA prépare plutôt à la partie sociale du médico-social. Il se déroule là aussi en 3 ans, hein, sur un cycle classique de seconde, première, terminale. Ici, le bac consiste à accompagner des personnes dites vulnérables, donc des enfants, des personnes vieillissantes, des personnes en perte d'autonomie, en situation de handicap, voilà, toutes ces personnes fragiles. Il permet de découvrir le secteur de l'aide à la personne et de se tourner vers des futurs métiers comme aide-soignant, auxiliaire de puériculture, mais aussi accompagnant éducatif et social ou ATSEM, agent spécialisé en école territoriale spécialisé en école maternelle. Et donc de travailler dans les structures associées, type multi-accueil, établissements scolaires, établissements médico-sociaux, tout ça. Bon, du coup, j'imagine qu'il faut certainement aimer le contact avec les personnes fragiles, avoir de l'empathie pour entrer dans cette formation. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon des qualités requises pour réussir en SSP ? Oui, bah, tout à fait, hein. Tout comme pour AEPA, là aussi, il faut travailler avec l'humain, donc il faut apprécier l'humain, évidemment. Être disponible, patient, à l'écoute. En fait, la grosse différence dans nos métiers médico-sociaux, c'est qu'ici, on ne répare pas un ordinateur ou on ne fabrique pas un objet, par exemple. On est vraiment là pour s'occuper de personnes fragiles et donc prendre en compte leurs besoins, leurs attentes, mais parfois aussi gérer leurs angoisses, leurs inquiétudes. Chaque personne ici est unique et donc on essaie de les prendre en charge individuellement. Alors j'imagine que comme en bac pro à EPA, il y a des enseignements théoriques et des enseignements pratiques. Oui, alors ma collègue est beaucoup revenue sur l'enseignement général, donc voilà, tout ce qui est français, maths, histoire géo, enfin les matières habituelles. Sur les mêmes disciplines, à ceci près qu'il n'y a pas d'espagnol en SSP, c'est ça? Voilà, Pas de c'est langue ça. vivante 2? Oui, Ok. c'est ça. Et nous, par contre, on est organisé en pôles. Donc, on a 3 grands pôles en ASSP, qu'on appelle le pôle 1, pôle 2, pôle 3. Le pôle 1, il comprend un petit peu 2 grandes matières, de la biologie et du soin, qui sont associées en fait pour découvrir des techniques de soins, comme effectuer un change, une toilette du visage, un lit au carré, par exemple. Et on les associe systématiquement à des savoirs théoriques de biologie, comme l'appareil digestif, la diversité des micro-organismes, des choses comme ça. Dans le pôle 2, qui s'intitule SMS Animation, ça va fonctionner de la même manière. On va grouper deux grands champs, les sciences médico-sociales et l'animation. Ici, les élèves vont apprendre à mettre en place des techniques d'activité d'animation qui seraient spécialisées à la personne auprès de qui ils travaillent. Donc en fonction de l'âge, du besoin de la personne, de ses caractéristiques, tout ça. Et enfin, dans un dernier pôle qui s'appelle Nutrition, service à l'usager, les élèves pourront découvrir des techniques d'entretien des locaux ou de bio-nettoyage et aussi réaliser des collations. C'est pour ça que sur les vidéos, on va les voir réaliser des collations, pardon. Voilà, tout ça dans le respect des régimes alimentaires, par exemple, ou des allergies, des choses comme ça. Alors, on précise que toutes les vidéos que vous voyez passer là, ce sont des petites capsules qui ont été réalisées au lycée Georges Sand. Donc, les locaux que vous voyez, le lit dont les élèves faisaient le change et la réflexion, exactement. c'est la salle où les ASSP travaillent. Hein. C'est ça. Alors, j'imagine que comme dans le bac pro EPA, comme dans tout bac pro, il y a des stages à faire. Ça marche comme ça, tu nous expliques? Oui, là aussi, c'est vraiment tout comme mes collègues qui enseignent en professionnel. Donc, on a des périodes de formation en milieu professionnel. Là aussi, il faut valider 22 semaines de stage pour pouvoir avoir le diplôme du baccalauréat. C'est réparti en ASSP. Donc, sur l'année de seconde, on va demander aux élèves de partir 2 fois 3 semaines. Et forcément, de préférence sur un public enfant, dans des structures comme les écoles maternelles ou les multi-accueils. En première, ce sera cette fois 2 fois 4 semaines, mais plutôt auprès de la personne vieillissante ou non autonome. Et en terminale, donc on a un peu une spécialisation des élèves en fait dans leur domaine. Donc ce sera auprès des personnes non autonomes, auprès des personnes en situation de handicap, là aussi 2 fois 4 semaines. Donc en gros, en seconde, on découvre le domaine de l'enfance. En première, on découvre le domaine de la personne âgée ou de la personne en situation de handicap.
et en terminale, on a fait son choix et Voilà, on on se se spécialise un perfectionne. petit peu, c'est ça. D'accord. Et une fois la formation validée par le bac, par l'examen, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Alors, 2 possibilités, soit la poursuite d'études, soit l'entrée en formation. Donc, pour les poursuites d'études, il y a notamment 2 grands BTS qui sont connus pour les poursuites d'études après ASSP. Donc, le BTS ESF, économie sociale et familiale, et le BTS SP3S, services et prestations du secteur sanitaire et social. Et la plupart du temps, les élèves qui ont déjà une forte idée de ce qu'ils souhaitent faire après peuvent aussi entrer en formation et généralement s'inscrivent dans des instituts de formation d'aide-soignante, par exemple, pour entrer donc à l'école d'aide-soignante, mais aussi d'accompagnants éducatifs et social quand ils sont plutôt intéressés par le milieu du handicap, d'auxiliaires de puériculture quand ils sont plutôt intéressés par l'enfant ou la petite enfance, mais aussi ATSEM, agent territorial spécialisé en école maternelle pour travailler dans les maternelles. D'accord, très bien. Et si certains élèves sont intéressés par cette formation et qui veulent venir voir au lycée comment ça se passe, il y a quelque chose de prévu? Oui, alors on a, comme Adeline vous l'a expliqué tout à l'heure, on met en place des petits mini-stages. Donc il y en a déjà un qui a eu lieu donc, au mois de février et il y en a de nouveau un qui a lieu le 29 mars. Donc en fait, de 14h à 16h, les élèves peuvent découvrir la section ASSP et de 16h à 18h, ils peuvent découvrir la section AEPA. On leur conseille de faire les deux parce que en fait, ça va les aider à faire leur choix pour s'orienter au mieux, soit dans l'un des bacs pro ou dans l'autre. D'accord, bah merci beaucoup Colette, c'était très complet. On passe tout de suite à la dernière formation, puisqu'on arrive en fin de journée. Je crois qu'on a passé en revue tout ce qu'on peut faire au lycée Georges Sand, sauf, il reste, Manon, le CAP PSR. Voilà. Donc déjà, tu peux commencer par nous dire c'est quoi le CAP PSR? Alors le CAP PSR, ça a changé il y a 2 ans. C'est l'ancien CAP APR qui avait lieu au lycée. C'est le CAP production et services en restauration, donc rapide, collectif, cafétéria. Et c'est destiné aux élèves qui souhaitent aller vers des métiers de la restauration, donc voilà, dans les cafétérias, dans la restauration rapide, les selfs, et qui vont être en charge de faire des plats pour cette restauration sous l'autorité d'un responsable souvent plus qualifié avec un bac pro, cuisine ou autre. Mais voilà, c'est vraiment pour des élèves qui veulent s'orienter vers de la restauration. D'accord. Et donc là, normalement, je pense que tu avais préparé Normalement, une petite on a vidéo. une petite vidéo, effectivement, de présentation rapide du CAP PSR. Le CAP Production et Services en Restauration est une formation en 2 ans qui permet d'obtenir un diplôme spécialisé dans la restauration collective, la restauration rapide ou en cafétéria. Son travail consiste à préparer des plats simples, à servir le client, à le conseiller et éventuellement encaisser des prestations. Il peut également s'occuper de l'entretien des locaux et du nettoyage des ustensiles de cuisine. Le CAP Production et Services en Restauration permet en priorité à l'élève d'entrer dans la vie active, mais également de poursuivre ses études vers d'autres formations de restauration ou de service. Donc là, on a pu voir justement donc c'est les locaux du C'est lycée. exactement les locaux du même lycée. qu'il y a un restaurant pédagogique, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mm. Et donc, est-ce que tu peux nous préciser en quoi consiste le travail justement de ces élèves-là? Donc le travail des élèves, la définition de l'emploi, ça va être de réaliser, c'est ce qu'on voit sur la diaporama, de réaliser tout ce qui est mets simple, préparation chaude ou froide, en respectant bien évidemment les consignes d'hygiène qui sont une grosse partie de l'enseignement, de mettre en place, de réapprovisionner les espaces de distribution, de vente qu'on a pu voir un petit peu sur la vidéo, d'accueillir le client, de le conseiller, de prendre sa commande, de la préparer pour qu'il puisse l'emmener ou la consommer sur place, d'assurer la distribution, le service, procéder à l'encaissement. C'est une grosse partie de ce nouveau CAP où il y a vraiment beaucoup plus d'encaissement. On va leur demander de savoir encaisser les clients et enfin de réaliser l'entretien, ce qu'on voyait sur la vidéo, des locaux, du matériel, des ustensiles dont ils se sont servis. D'accord. Donc, tu as d'autres choses à ajouter Non, par rapport à ça. Ok. Donc, justement, quels sont les secteurs d'activité de ce CAP par contre? Alors, ce CAP, il y a plusieurs secteurs d'activité, donc 4 grosses parties, pardon. Donc, la restauration rapide, ça va être les fast-foods, les sandwicheries,
pas citer de nom, mais voilà, qu'on connaît tous, les plus ou moins grosses chaînes, kebab, etc. Ça va être la restauration commerciale, libre-service, c'est nouveau, c'est toutes les cafétérias au niveau des supermarchés, tout ce qui est cafétéria, plats emportés, qui vont être vendus sur place. Le CAP peut faire partie, enfin ils peuvent être embauchés là-dedans. La restauration collective, donc lycée, collège, hôpitaux, tous les self-cantines dans les scolaires. Et enfin, tout ce qui va être entreprise de restauration de plateaux repas, on ne le sait pas forcément, mais toutes les compagnies aériennes ferroviaires, ce CAP peut permettre d'aller préparer les plateaux repas dans ces compagnies-là. Et ça compte aussi pour les plateaux repas pour personnes âgées ou même Pour les personnes âgées, effectivement, voilà, c'est des cuisines centrales en fait, qui préparent des plateaux repas qui ensuite vont être distribués aux personnes âgées en maintien à domicile, ce genre de choses aussi. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire maintenant quelles sont les matières qui sont enseignées dans ce CAP? Donc, comme pour les bacs pro précédents, on va retrouver de l'enseignement général avec du français, de l'histoire-géographie, des mathématiques, sciences physiques, éducation physique, de l'anglais, de l'art appliqué et de la PSE. On va y revenir parce que maintenant, elle fait partie sur une dernière diapositive de l'enseignement général. Et c'est quand même une grosse partie aussi de l'enseignement en CAP. Qu'on retrouve en bac pro évidemment, et donc, on va retrouver. Je te coupe un instant. Donc PSE, c'est prévention, santé, environnement. Pardon, c'est prévention, santé, environnement. J'ai l'habitude, mais on va revenir là-dessus. C'est une nouvelle matière en fait qui fait partie des enseignements généraux, mais que les élèves ne connaissent pas en fait quand ils viennent effectivement de collège. Et après, on a l'enseignement donc professionnel avec 2 pôles la production alimentaire, le service en restauration. Donc la production alimentaire, ça va être vraiment la cuisine comme on l'entend, avec la cuisine collective, un TP en cuisine collective par semaine et un TP de cuisine de vente à emporter par semaine. Et ensuite, un deuxième pôle, le service en restauration, avec pareil, la service en cuisine collective, le self, comme on peut connaître dans les collèges, lycées, etc. Et le service de vente à emporter avec l'encaissement de ce qu'ils auront préparé précédemment. Voilà pour le champ professionnel. Et donc, il y a aussi la partie entretien des locaux qui est pour les deux. Effectivement, dans chacun des pôles, c'est vrai que là, je ne l'ai pas redit, on retrouve évidemment dans la cuisine l'entretien des locaux associés et dans le service, évidemment, l'entretien des locaux associés avec une grosse partie d'hygiène qui est extrêmement importante dans ce milieu-là. D'accord. Et donc, il y a des stages en entreprise aussi, c'est une voie professionnelle. Effectivement, on retrouve aussi des PFMP, donc période de formation en entreprise, qui vont se répartir en 6 semaines sur la première année, 2 fois 3 semaines en première année. En général, 1 fois en collectivité et 1 fois en vente à emporter, donc sandwicherie, pizzeria ou autre. Et de la même façon, 2 fois 4 semaines en deuxième année, avec un stage en collectivité et un stage en vente à emporter, sachant que les 2 stages de deuxième année sont des stages qui sont certificatifs et donc qui seront évalués pour le CAP au final. Et donc au final, ça fait 14 semaines en entreprise. Et ensuite, ce CAP, pour voir un petit peu où est-ce que ça peut nous emmener, ça va quand même permettre, après le CAP, PSR, pour faire un petit peu de continuité, soit de partir sur la vie active, donc d'être embauché dans une collectivité, dans une entreprise de restauration rapide, ou alors, il y a quand même aussi, ça ne ferme pas complètement la porte aux poursuites d'études, de repartir sur un CAP cuisine, un CAP service, ou un bac pro cuisine, service en apprentissage, si les élèves le souhaitent. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous reparler plus précisément de cette même matière qui est PSE? Donc, la PSE qu'on retrouve dans tous les bacs et CAP après donc dans la voie professionnelle, elle fait partie maintenant des enseignements des matières générales et on va y retrouver en fait 3 enseignements. Donc, l'individu responsable dans son capital santé, on va retrouver en fait ce qui va faire la continuité de la SVT avant au collège, donc tout ce qui va être le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, etc., etc. Mais vraiment adapté à l'élève, à sa personne, dans son capital lui-même santé, avec, on va voir la carte vitale, enfin toutes ces choses-là qui les touchent particulièrement, enfin eux-mêmes. Voilà, du concret, c'est toujours du concret. Ensuite, l'individu responsable dans son environnement, là pareil, on va parler développement durable, nous on fait pas mal sur les déchets, sur le tri, sur l'économie d'eau, les économies d'énergie. Pareil, dans la vie aussi de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de concret pour faire du développement durable et économiser les énergies. Et enfin, l'individu acteur de prévention dans son milieu professionnel, c'est vraiment un gros module très important parce que c'est là où ils vont pouvoir se protéger eux-mêmes, savoir comment faire, et on va donc aussi les former au secourisme, au SST, donc savoir agir pour les premiers secours en cas d'accident et surtout, encore plus important, être acteur de prévention, donc comment faire pour qu'il n'y ait pas
d'accidents dans son milieu professionnel et comment les éviter. Donc c'est une formation qu'on leur dispense à tous les CAP, à tous les bacs pro normalement lors de leur formation. D'accord. Et donc là, on devrait normalement voir quelques Voilà, photos justement quelques photos des locaux, effectivement. Donc on retrouve le self pédagogique où ils peuvent faire du service. Là, voilà, le self où les clients vont venir consommer ce qu'ont préparé nos élèves. La cuisine avec toute la section chaude, les fours. Les clients dont je dois dire, Colin et moi, faisons partie des réguliers. Hein. Voilà. Et on aime beaucoup avoir des clients qui viennent effectivement consommer. Alors là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop encore de photos parce qu'on a des nouveaux locaux de vente à emporter, mais comme c'est vrai que ça fait peu de temps encore qu'ils sont en place, on n'a pas encore beaucoup de photos, ni de production, mais on a aussi toute une partie vente à emporter avec du nouveau matériel depuis cette année. Donc quand on parle des clients, donc c'est ouvert au personnel du lycée. C'est ouvert au personnel du lycée et c'est ouvert aux clients extérieurs qui souhaitent venir. C'est en général le mardi et le jeudi. Il suffit de nous demander, tant qu'on s'inscrit, tous les personnels, même extérieurs, peuvent venir manger. Les parents d'élèves peuvent venir voir ce qu'ont fait les élèves et venir manger au self-pédagogique. Il n'y a aucun problème. Et est-ce qu'on peut donner le prix pour que les gens sachent? Oui, bien sûr. Donc le prix, le repas est à 5 €. Voilà, pour un C'est repas un prix complet rond, avec repas- donc voilà. entrée, plat, dessert, café. Café. On a plutôt, faites-moi confiance, pour quelqu'un qui aime bien manger, on n'a plutôt pas faim à l'issue. sortant, Hein. oui, on est plutôt, Et quand il reclus. reste, on peut même acheter des barquettes à emmener à la maison pour fait consommer gagner à la le temps maison le le soir. Voilà. Et comme pour les autres bacs pro, c'est vrai que j'en ai pas parlé, bien évidemment pour les élèves qui seraient intéressés, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, venir faire un mini-stage. Ça se déroule en général sur une journée de TP, donc ils viendront faire de la cuisine, ils viendront servir le midi, ils viendront manger ce qu'ils auront préparé avec nous pour voir comment ça se passe. Alors là, pas de date imposée, une mini-stage, c'est à la carte, hein, c'est ça Non, voilà, il faut passer par le collège, comme expliquait Madame Talmont, Colette tout à l'heure, qui va prendre contact avec Monsieur Giron, le chef des travaux, qui va ensuite regrouper, en général on prend par 2-3 élèves, pas plus, parce que sinon ça fait trop nombreux en cuisine et ils ne peuvent pas en profiter non plus. Et là, on peut effectivement adapter la date en fonction des envies de chacun et des disponibilités. Très bien. D'accord. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, il me reste à espérer que qu'on vous a fait une présentation suffisamment complète et suffisamment claire de toutes nos formations, de tous les super projets qui sont menés au sein du lycée Georges Sand et qui font que ce lycée, on l'aime et on avait envie de vous le présenter parce qu'on l'aime. Il me reste aussi à remercier la direction du lycée qui me fait confiance maintenant pour la 2e année consécutive pour organiser ce live. À remercier mon acolyte Colin. Merci à toi surtout du travail que tu as abattu pour préparer justement en grande partie tout ça, toute cette présentation qui t'a pris un peu d'heures de sommeil alors aussi. il faut bien que les choses soient claires. Ce sont tous les collègues qui ont préparé toutes les photos, qui m'ont rassemblé tout ça. Et j'ai simplement centralisé et diffusé. Alors, évidemment... vous aurez sans doute besoin un jour ou l'autre d'en savoir plus, de venir nous rencontrer. Pour ça, il y a plusieurs portes d'entrée, vous les voyez défiler en dessous de moi. Notre adresse mail, notre site web, lycéegeorges136.fr, et puis notre numéro de téléphone que vous retrouverez sur le site web. Et puis si vous n'êtes pas très loin, on est encore ouvert aujourd'hui jusqu'à 16h30. Donc peut-être à très bientôt. Et sinon, à l'année prochaine. C'est ça. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi venir directement dans les locaux du lycée pour prendre des renseignements à n'importe quel moment, j'imagine. Oui. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard.
as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you. Miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was